Ok, mes amis, donc une fois de plus, bienvenue, mon nom est Coco Le Boy, je parle en direct de Ontario, Canada, et bienvenue à Où se cachent les dollars. C'est un slogan qui peut, qui peut donner l'impression d'être un peu superficiel ou matérialiste, etc. La question de l'argent est une question qui demeure très, très ambiguë. La plupart des gens sont encore mal à l'aise avec l'idée de l'argent. On ne sait pas trop si on en veut, on ne sait pas trop si on n'en veut pas, et tout. On sait qu'on en a besoin parce qu'il faut payer les factures, etc. Mais il y a une ambiguïté quand il s'agit des finances et la relation avec l'argent peut être très complexe. Les gens peuvent avoir toutes sortes de challenges en matière d'argent. On peut voir les comportements complètement changer. On peut être surpris par juste comment est-ce qu'on réagit par rapport à ça. Et ça va se rattacher à comment est-ce qu'on a grandi, qu'est-ce qu'on a entendu, qu'est-ce qu'on nous racontait sur l'argent, qu'est-ce que nos parents disaient, qu'est-ce que la société disait, quelle était notre perception de l'argent en grandissant. Est-ce qu'on avait abondamment, est-ce qu'on n'avait pas assez, est-ce qu'on n'avait jamais, qu'est-ce que les parents disaient là-dessus, est-ce que... Ouais, il y a tellement de choses qui rentrent en compte si on est passé par des traumatismes. Vous voyez, il y a toutes sortes de traumatismes au travers lesquels on passe. Moi, je n'oublierai jamais, par exemple, grandissant en Afrique centrale, dans ce pays qu'on appelait à cette époque-là le Zaïre et tout, donc qui était Congo, qui est devenu Zaïre, et puis ensuite qui est redevenu le Congo. Donc, ça, c'est une longue histoire, évidemment. Mais bref, donc voilà, alors mes souvenirs d'enfance, mes origines sont donc d'Afrique centrale et tout. Et quoique, okay, évidemment, je suis établi au Canada, mais mon origine et toutes les origines ne changent pas. Donc, je demeure évidemment un Africain, un Congolais à vie et tout. Donc voilà. Mais bref, ça c'est juste une petite parenthèse. Et on subit certains traumatismes, si on peut dire. Traumatisme, oui, c'est une façon de parler, évidemment, quand on dit traumatisme en tant que tel, mais des choses qui nous impactent. Okay, peut-être que le traumatisme va avoir l'air un peu fort comme mot, mais vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont des traumatismes. Parfois, culturellement, on est censé être fort et puis passer au travers et puis on fait que c'est rien. Mais c'est une forme de traumatisme parce que plus tard, ça se reflète dans comment est-ce qu'on vit nos vies, comment est-ce qu'on se comporte et les choix que l'on fait. J'oublierai jamais la maison à 25 personnes dedans, petite maison à 3 chambres à coucher, tout le clan était là. Ok, évidemment la famille nucléaire, papa, maman, les enfants, mais à côté de ça, oncle, tante, cousin, le clan, le village était là. Ok, donc quand on disait les enfants venez manger, ouh là là, c'était une course. Parce que c'était pas du genre, j'ai mon assiette, mon couteau, ma fourchette, etc. On mangeait à la main. OK. Quand on mangeait avec une cuillère ou fourchette, c'était lorsqu'on mangeait du riz. Et ça ressemblait à quoi? Ça ressemblait à une grosse bassine où on mettait du riz, on mettait des haricots, style façon, OK, ou en tout cas, il y avait le mélange avec le riz, avec les légumes ou viande et tout. Et il y avait des cuillères. Et c'est pas du genre, OK, j'ai mon assiette. Ah non, c'était une grosse bassine remplie de riz, des cuillères et tout, et là, chacun avait sa cuillère et on mange à la même assiette, ok? Et c'était une course, évidemment. Donc là, quelle idée ça nous donne sur la vie, l'abondance et tout, lorsque justement c'est une course, lorsqu'on mange? Ok, c'est une course, on mange et c'est comme une course. Et si c'était pas les épisodes avec le riz à la cuillère, c'était d'autres aliments et c'était à la main et c'était encore là, tout le monde est là et c'est plusieurs mains. Okay. Les parents, généralement, mangeaient séparément. Ils avaient comme une table à eux, mais nous, et comme le reste du clan, c'était comme, okay, boum, on nous servait la nourriture et tout était là. Et c'était encore une autre course et c'était à la main. Okay. Et par le temps qu'on a fini, c'est allé très, très vite. On n'est pas nécessairement rassasié. Et puis, donc voilà, vous voyez. Et là, OK, c'est pas du genre... on regarde dépendamment des pays où on habite, on regarde, OK, Noël, les temps des fêtes, tous les enfants ont des cadeaux, etc. Je ne dis pas que je n'ai pas eu des cadeaux en grandissant, mais ça dépend aussi de où est-ce qu'on habitait. Okay? Parce si on était en ce moment-là basé en Afrique, parce qu'évidemment, on a eu l'opportunité de pouvoir voyager aussi, mais si on était basé juste là, écoutez, lorsqu'il y a tout un clan et tout un village et tout, et qu'on est, OK, on est, comme je dis, à quoi? 25 ou 30 personnes dans une maison de trois chambres et tout, c'est clair qu'il n'y a pas de cadeau de Noël, il n'y a pas ce concept-là en tant que tel. Et tout. Et on vit, voilà, et on a ce qu'on peut avoir, et voilà. On se plaignait pas, c'était juste comme ça, mais pensez juste un peu, qu'est-ce que ça donne comme perspective, juste par rapport à l'argent, par rapport aux possibilités. Vous voyez, lorsque justement tout est toujours, OK,
tout juste. Vous voyez, on mange et c'est une course, juste pour pouvoir tenir et tout. Et donc, on peut croire que c'est rien, ben, c'est comme ça, puis c'est comme ça. Ben, et ça, c'est juste mon expérience personnelle. Différentes personnes ayant habité dans différents pays ou habitant dans différents pays auront leurs expériences en tant que telles. Donc, voilà. Donc, la notion de l'argent, justement, va très, très loin. Dépendamment de comment on a grandi, on peut avoir grandi avec beaucoup d'argent autour de nous. Et c'est pas pour ça nécessairement que la personne, entre-temps, sait comment attirer l'argent dans sa vie. Vous voyez? Les gens peuvent avoir grandi avec l'argent autour d'eux, il y en a, il n'en a jamais manqué, les parents en avaient, mais les choses peuvent changer au cours de route. Et plus tard, oui, ils savent que, pardon, ils ont grandi différemment, mais entre-temps, ça ne veut pas dire qu'automatiquement, ils ont développé les réflexes nécessaires, la conscience, l'identité, et juste apprendre certaines choses, certains principes de base qui font qu'on se positionne pour attirer de l'argent. Vous voyez? L'argent est quelque chose qu'on attire et ça sera toujours relié surtout si on se base sur cette société économique, ça sera toujours relié aux besoins qui doivent être comblés. Un besoin d'être comblé et donc là, il nous faut donc de l'argent pour pouvoir donc s'acquérir de certains de ces besoins-là. Et voilà, donc tout est une question de besoins, et les besoins sont illimités, les besoins ne finissent pas. On a des naissances, je n'ai pas les statistiques en termes de naissances à travers le monde, en termes de combien de bébés naissent tous les jours, mais je peux déjà vous dire que les populations se renouvellent, les populations deviennent de plus en plus jeunes. Parce qu'on se rend compte que dans beaucoup de pays, la population des 18 ans, 18, 19, 20 ans, etc., 18 à 25 ans, on se rend compte que ces populations vont vraiment en grandissant. On a davantage donc une population très très vaste en termes de jeunesse en tant que telle. Il y a un temps où c'était pas tout à fait comme ça. Il y a eu et encore là, ça dépend de où est-ce qu'on regarde. Je veux dire, quels sont nos points de repère? Est-ce qu'on regarde en Amérique, on regarde en Occident, est-ce qu'on regarde en Afrique? Ça dépend de où est-ce qu'on regarde. Mais globalement parlant, vous allez rendre, si vous regardez un peu certains reportages ou certaines études, statistiques, certaines recherches, vous allez voir que la population se renouvelle. Vraiment. La population se renouvelle, donc elle devient de plus en plus jeune. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de vieux, mais il y a beaucoup plus une vague de jeunes. Si on devait juste regarder démographiquement en termes de proportion en tant que tel. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Ce qui veut dire que donc, en termes de besoins, il n'y a pas un moment où on va se dire, ça y est, on est assuré et puis il n'y a plus de besoins. Les besoins seront toujours là. Et tant qu'il y a des besoins, il y a une opportunité financière. Vous voyez? Tant qu'il y a des besoins, il y a une opportunité financière. Maintenant, est-ce que nous avons la mentalité des besoins et de comment est-ce qu'on attire de l'argent? C'est des choses qui s'apprennent. On ne nous a pas appris ça à l'école. On nous a appris à être des bons étudiants, disciplinés, obéissants. Pourquoi? Pour être disciplinés et obéissants chez l'employeur plus tard, tout simplement, avec un salaire limité, tout simplement. Et c'est juste la structure. C'est pas la faute de l'employeur, c'est un salaire. C'est un salaire. On ne peut pas s'en prendre à l'employeur de donner le salaire qu'il peut donner. Et tout, si ça ne nous convient pas, à nous de nous demander qu'est-ce que l'on fait, comment est-ce qu'on se positionne pour que ça puisse changer. Vous voyez? Et on vit dans un univers de besoins, les besoins sont illimités. Et cette société économique a été organisée et agencée pour que justement, le moyen d'échange qui a été développé, cet argent, ce système monétaire, donc c'est tout simplement pour l'acquisition des besoins. C'est vraiment tout. Ce système monétaire, c'est pour l'acquisition des besoins, l'acquisition, je veux dire, c'est pour la satisfaction des besoins. C'est tout ce que c'est. Acquisition de clients qui ont des besoins à satisfaire. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment ce que c'est. Alors là, maintenant, ça a l'air simple quand je le dis comme ça, mais écoutez, c'est pas aussi simple dans les faits parce que les réflexes que les gens ont, les choix que les gens prennent, pas toujours ça en tant que tel. Et c'est pas que ce sont de mauvaises personnes. On a des personnes brillantes qui ont eu des 80% et 90% et 100% à l'école et qui se retrouvent quand même, sans argent, sans assez d'argent. Il y en a qui n'ont peut-être pas de diplôme. Il y en a qui n'ont pas fait ce parcours-là et qui sont, eux, les propriétaires d'entreprises qui engagent les étudiants qui, eux, avaient 80 et 90%, ou en Amérique, on va dire A+, A ou A+.
les étudiants qui ont eu A ou A+, ou les étudiants à 80, 90% ou 100% au niveau de l'université, se retrouvent donc à la tête des entreprises en train de gérer en tant que cadre, alors que les fondateurs et les propriétaires et tout donc n'ont peut-être pas fini leur secondaire. Et eux jouent au golf toute l'année en Floride, ok? Alors qu'il y a des cadres avec cravate et tout qui ont un bon salaire pour ce qu'il faut comme travail et tout, mais entre-temps, le propriétaire et tout, le concepteur du concept, etc., ben, peut-être que voilà, il est en vacances toute à l'année longue, vous voyez un peu. Donc, juste parce que, bon, tout ce qu'on nous a appris, c'est d'être un bon employé pour le secteur privé. Et là, il y a un problème avec ça parce que écoutez, notre création est sans limite en tant que telle. Notre création est extraordinaire. Okay? La création en tant que telle, le concept qui vient de Dieu est juste extraordinaire. Et ne pas se laisser avoir par le fait que la société a décidé qu'on va faire les choses de cette façon-là, parce que je peux vous montrer des chiffres qui vont vous surprendre. Okay? On va prendre l'horloge ou on va prendre le calendrier et on va faire 100 ans de retour en arrière. OK? Alors, faisons un petit bond dans l'histoire, okay, dans le temps de un peu plus de 100 ans. Au début du 20e siècle, en 1900, et quand on regarde par exemple en Amérique, aux États-Unis, on avait 90% de la population qui était entrepreneur en 1900, l'an 1900. 10% étaient employés. 10% étaient employés. On avance alors le calendrier, donc le temps, et je vous ramène maintenant à 1980. En 1980, juste 80 ans plus tard, c'est pas énorme, on ne parle pas de 1000 ans plus tard. 80 ans plus tard, 10% d'entrepreneurs, 90% d'employés. Donc le monde a changé, vous voyez. Donc c'est pas comme si, ok, tout ce que l'on voit aujourd'hui, c'est ça, et ça a toujours été ainsi. Chers amis, en 1900, on avait 90% d'entrepreneurs, familles de métiers, bouchers, cordonniers, etc., fermiers. C'était une autre forme de société. Alors, l'ère industrielle arrive et OK, il nous faut des travailleurs dans les usines, etc. Et là, le système scolaire et tout se met en place et on commence à travailler et développer la génération des futurs travailleurs d'usines. Vous voyez un peu? Et plus tard, la guerre aussi a changé beaucoup de choses. Quand les hommes allaient en guerre, les femmes devaient travailler. Du coup, les mamans étaient à la maison. Chers amis, les mamans étaient à la maison avec tablier en train de faire de la cuisine et du ménage. Ça ne veut pas dire qu'une femme ne peut pas être directrice. Écoutez, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ne m'attaquez pas, ne me lancez pas des tomates par rapport à ça. Mais j'essaie juste de nous emmener un peu dans un petit parcours historique pour qu'on se rende compte que tout ce que l'on voit aujourd'hui, il ne faut pas prendre ça pour une vérité absolue. OK? C'est pas une vérité absolue. Oui, une femme peut être tout ce qu'elle veut. Dieu a mis un potentiel en nous quand il nous créa et la Bible est très très claire et tout. Allez consulter, vous allez voir, il est créé à l'image de Dieu. À l'image de Dieu, il est créé hommes et femmes ensemble. Il n'y a pas un qui est supérieur à l'autre, hommes et femmes. Créer l'image de Dieu. Donc, c'est clair qu'on peut faire ce que l'on veut. Le potentiel est là. Mais j'essaie de vous ramener un petit parcours historique. Juste pour qu'on comprenne que tout ce que l'on voit aujourd'hui, il ne faut pas le prendre pour c'est comme ça et puis c'est comme ça. Non. Parce qu'à un moment donné, ce n'était pas nécessairement comme ça. Les hommes, avec la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, etc., surtout la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les hommes étaient appelés au service militaire, etc., je parle encore là de l'Amérique, mais c'est un pays qui a beaucoup influencé le monde. Je ne dis pas qu'Amérique est la norme, mais c'est un pays qui a beaucoup influencé le monde. Donc, je prends ça comme exemple. Et qui a beaucoup influencé le monde et l'économie aussi. Suivez-moi un peu. Alors là, les hommes vont en guerre et tout, et la femme doit travailler. Dans le mouvement de la femme au travail et tout, donc c'est là qu'il y a eu cette transition et on s'est dirigé vers là. Mais avant ces événements-là, où on va dire les femmes sont retrouvées un peu comme sur un fait accompli où il fallait que la femme aille au travail parce que les hommes étaient à la guerre, ou en tout cas beaucoup d'hommes étaient donc appelés au service militaire, on n'aurait peut-être pas eu ce phénomène tel qu'on l'a vu et tel qu'on a vu tel qu'on a vu grandir, de la façon dont ça grandit. Je ne dis pas que c'est un mal. Mais j'essaie de nous emmener là à réaliser. Parce que regardez, pour mettre ça en parallèle avec ce qui vient d'arriver avec les événements de fermeture.
les fermetures dues aux quarantaines qu'on a vécues en 2021 et 2020. En septembre 2020, il y a une publication qui a été faite en Amérique où 650 000 femmes ont quitté leur emploi pour retourner à la maison, être les mamans pour leurs enfants. Un point trait. Des femmes de carrière. C'est venu d'où ça? Avant ces événements, quarantaine, etc., tels qu'on a vu, c'était les femmes de carrière. Et on aurait pu croire que, ça y est, voilà. Le monde était ainsi fait, et puis voilà, les femmes sont des femmes de carrière, et elles sont fières, elles vont à la maison. Mais qui sait comment est-ce qu'elles vivaient ces applaudissements sociaux, on est femmes de carrière, on fait beaucoup d'argent, etc. Mais on n'a aucune idée de comment est-ce qu'elles vivaient, applaudissements social, femmes de carrière, etc., voiture de l'année, belle maison, hypothèque. Mais entre-temps, là, pandémie, le monde change, les structures et les règles ont changé du jour au lendemain et tout, les quarantaines, et là, il se passe quelque chose. Et au mois de septembre, il a été rapporté, septembre 2020, 650 000 femmes aux États-Unis ont lâché leur emploi pour retourner à la maison être des mamans pour leurs enfants. Ça devrait nous réveiller. Vous voyez? Ça devrait nous réveiller. Alors là, on se rend compte que finalement, ce qu'on croyait être la norme, écoutez, c'était pas nécessairement la norme. Oui, on applaudit socialement les femmes qui vont travailler, etc. Il y a beaucoup de glamour autour de ça. Mais là, du coup, on se rend compte que, 600, on n'a pas dit 120, 120 000, 650 000 femmes, près d'1 million de femmes ont quitté leur emploi. Des carrières et tout, des salaires bien payés dans beaucoup de cas, pour être des mamans à la maison pour leurs enfants. Juste ce changement. Ma femme a vécu la même chose. Vous voyez? Ma femme a vécu la même chose. L'année dernière, en 2020, ça a commencé avec l'école à la maison. On a toujours voulu, ça c'était une vision familiale. On a toujours voulu sortir nos enfants du système, on avait nos raisons, pour faire donc l'école à la maison. On a toujours notre vision de domaine et vivre dans un domaine où on crée un environnement autosuffisant, etc. Et tout. Et là, c'était venu un peu plus tôt que ce qu'on avait prévu dans nos plans, dans nos projections et visions familiales. Et là, du coup, donc voilà, ma femme qui prend ce projet et elle est complètement transformée, survoltée, j'ai jamais vu comme ça. Et elle a commencé son académie d'école à la maison. Et là, mes enfants sont enseignés à la maison depuis 2020. 2021, un an plus tard, écoute, pour faire ça comme je devrais le faire, la carrière, là, ce boulot, écoute, non. Je me rends compte que ça, c'est ma vocation. Je suis appelé à ça, c'est en moi. Et les enfants ont besoin de moi. Et je me rends compte que déjà, en un an d'école à la maison, leur éducation, extraordinaire. Mes enfants commencent à faire des choses qu'on ne les voyait pas faire avec le système traditionnel de l'école. L'une de mes filles est tout donc 12 ans, entrepreneur. Elle a déjà quasiment toute une infrastructure de pâtisserie. Et vous mangez des pâtisseries 5 étoiles. 12 ans, 5 étoiles. Elle est à fond dedans et tout, et elle est déjà lancée. Mes enfants ont démontré des talents extraordinaires. Ma fille de 9 ans est extraordinaire. Ils font tous des choses et ça, c'est juste la structure qui a changé. Là où, du coup, on va chercher vraiment qu'est-ce qu'ils ont en eux avec l'école en parallèle. Et là, il y a toutes sortes de choses qui sont développées. Et là, un an plus tard, ma femme qui me dit, écoute, c'est pas suffisant. Il y a eu un progrès extraordinaire avec les enfants, mais ça peut encore aller plus loin. Et ils ont besoin de moi. J'ai besoin d'être là tout le temps avec eux pour le faire correctement. Et septembre 2021, voilà, elle quitte sa carrière. Et voilà, à la retraite. Elle est à la maison maintenant. Et vous venez chez moi, et il y a tout un coin de la maison qui a été, transformé en académie scolaire. Donc l'école est ici, et tout, et voilà. Et tout a changé. Je la vois épanouie de façon extraordinaire. Extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Encore jeune, c'est pas du genre, 65 ans, ou le fameux cliché 65 ans, la retraite. Encore là, je ne vais pas revenir là-dessus aujourd'hui, mais j'aimerais bien en parler à un moment donné, parce que c'est pas ce qu'on pense que c'est. Mais bon, bref. Ma femme est encore jeune, évidemment. Mais c'était extraordinaire. Et c'était l'un des plans que l'on avait au début de cette année. J'avais écrit, on a comme un tableau de bord, un tableau de vision, et j'avais écrit l'un des objectifs, donc c'était qu'elle soit à la retraite, et tout.
donc c'était au mois de janvier, on fait comme genre, tous les 1er janvier, on fait un peu comme le bilan de l'année qui vient de se passer et on fait une projection et tout. Donc on revise nos plans et on rédige tout. Donc l'objectif pour l'année, quoi. Un peu comme une compagnie ferait donc une projection budgétaire, qu'est-ce qu'on veut faire, etc. On planifie d'avance. Donc on a planifié cette année et l'une des choses que j'avais rédigée en fait était en fait sa retraite. Mais encore là, je ne savais pas exactement comment tout allait se faire. Vous voyez, donc c'est le côté où Dieu est juste extraordinaire par rapport à on déclare, on établit les choses et tout, et puis bon, le ciel est avec nous, ok, et du coup, donc voilà, quand ça arrive, c'est comme wow. Donc là, ma femme maintenant, ça y est, à la maison, maintenant, okay. On était déjà tellement contents, juste, vous voyez, les événements. Nous, on a vécu ça plutôt de façon à ce que, waouh, on a tous à la maison ensemble. Moi, j'étais à la maison, avec mon bureau à la maison, en tant qu'entrepreneur depuis très, très longtemps, et tout. Donc là, du coup, donc voilà, maintenant, on est tous à la maison, et tout. Et vous voyez, 650 000 femmes aux États-Unis quittent leur emploi pour devenir justement les mamans qu'elles ont toujours voulu être à la maison. Ça devrait nous faire réaliser quelque chose en termes de ce qu'on pensait être la vie, et voilà, et tout. Vous voyez, ça devrait juste nous faire réfléchir à vraiment ce que l'on voit là, est-ce que c'est vraiment ce qu'on pense que c'est? Vous voyez? Et là, je parle de vécu. Okay? Là, je vous ai donné la statistique aux États-Unis, mais regardez, je l'ai vécu moi à la maison. Okay? Et j'ai vu graduellement comment est-ce qu'elle a complètement changé. Et quand, 1 an plus tard, elle a décidé qu'elle allait quitter son emploi, sa carrière et tout ça et tout. J'ai vu le même feu et la même détermination qu'elle avait lorsque c'était le moment de sortir les enfants du système scolaire et de les établir à la maison. Juste comme ça, vous voyez. Et donc là, elle sent, et quand elle me parle, elle me dit que non, c'est vraiment là où elle est censée être. Elle le prend comme un ministère. Et pour ceux qui comprennent la profondeur du terme ministère, pour elle, c'est devenu, donc c'est son ministère en fait. Elle sent là qu'il y a une responsabilité et c'est entre Dieu et elle sent que non, sa place est là. Et tout. Et on le voit aussi, la façon dont les enfants se développent, on voit que ça n'a rien à voir avec comment ils étaient dans le système scolaire, vous voyez. Encore là, ça c'est notre expérience. Je ne dis pas ça pour en faire une norme, une règle générale. Mais j'aimerais juste nous amener, je donne tous ces exemples-là pour nous amener à juste élargir le spectre de nos horizons. Okay? Parce que lorsqu'on est entrepreneur, ce qui détermine le feu que l'on a pour pousser son opportunité, pour pousser son magasin, son idée, son invention, l'idée que l'on a et tout, on doit aller chercher de l'inspiration dans différents angles. Parce que si on accepte juste le statu quo de la vie telle qu'elle est là, on ne va pas beaucoup avancer. On va se lancer dans quelque chose, mais le statu quo du monde actuel, et si on est tellement absorbé par le monde actuel, ce monde actuel va nous réabsorber dans son système. Donc ça prend vraiment d'être détaché et développer une vision qui n'est pas connectée au système du statu quo pour avancer. Parce que ce n'est pas nécessairement les amis qui vont vous encourager. Les amis, l'entourage, si on devait prendre des conseils de l'entourage, tout le monde aurait dit, non, qu'elle garde son emploi, etc., la sécurité et tout. Pourquoi quitter de son emploi pour être à la maison et tout? Pourquoi sortir les enfants du système scolaire? Vous voyez un peu. Donc, pour faire les choses que nous sommes censés faire dans notre vie, généralement, il ne faut pas trop être influencé par le statu quo. Et un entrepreneur a besoin de comprendre ça. Comment est-ce qu'un entrepreneur va réellement réussir ce qu'il veut accomplir s'il doit toujours être dépendant du statu quo ou bien influencé par le statu quo? Vous voyez, l'entrepreneur doit être capable de faire ce qu'il a à faire, mais basé sur une autre vision du monde. Une autre perception de l'image de soi, de qui on est, de ce dont on est capable, vous voyez. Une autre compréhension des éléments qui sont les plus importants pour notre existence. Si on n'a pas compris ça, on tourne en rond, même en matière d'argent. Si on n'a pas compris exactement qui on est, et d'où on vient, et où est-ce qu'on va, et c'est quoi le but. Il y a un but à poursuivre pour chaque existence, il y a un but à poursuivre. Si je vous dis que vous êtes directeur de marketing et vous devez développer une nouvelle campagne pour ouvrir un nouveau district, ok? Vous savez, c'est quoi que vous allez faire comme travail. Il y a certainement un budget à ça pour les dépenses, etc. Et par rapport à ça, vous savez combien d'argent il vous faut. Si je vous dis, OK, voici votre mandat, Dieu nous a donné un mandat à chacun de nous. Évidemment, ce n'est pas écrit dans le livre de marketing. Évidemment, les médias ne vont pas vous le dire.
OK, mais bon, bref, moi, je me permets de le déclarer. On peut le prendre ou pas le prendre. Mais moi, ma réalisation est que Dieu nous a donné un mandat. Ça, c'est ma réalisation personnelle. Il y a un mandat qui est là. Et quand on connaît le mandat, ben à ce moment-là, on peut connaître OK, l'argent qu'il nous faut. Si on ne connaît pas le mandat, comment savoir s'il me faut 10 millions par année? Mais peut-être 10 millions par année pour moi, c'est des cacahuètes pour quelqu'un d'autre qui, lui, par rapport à son mandat, a besoin de 100 millions par année pour réaliser son mandat à lui. Vous voyez, on est tous à différents niveaux. Alors, si on n'a pas la perspective du mandat que l'on a, comment savoir de combien d'argent dont on a besoin? Vous voyez? Si on a un mandat d'avoir 20 orphelinats, OK, pour que les enfants, justement, puissent avoir un cadre de développement, etc., et tout, mais c'est clair que, bon, on évalue ça et on sait combien d'argent on doit générer. Vous voyez? Donc, tout va avec le mandat. On est là pourquoi? On ne peut pas vivre une vie juste basée sur le fait de payer une facture et d'aller s'asseoir et regarder la télévision. Ça fait aucun sens. Vous voyez? Ça fait juste aucun sens. Donc, j'aimerais nous encourager en tant qu'entrepreneurs et toute personne qui aspire à l'entrepreneuriat. C'est un véhicule extraordinaire qui nous permet de nous développer personnellement, qui nous permet d'aller découvrir d'autres horizons de l'existence, de la vie et tout. Et dans le processus où on découvre comment ça marche, comment est-ce qu'on se positionne, comment est-ce on se positionne pour que, justement, avec la notion de la valeur ajoutée, quelqu'un veuille vous donner de l'argent. Tout ça, quand on le fait, c'est une extraordinaire école de la vie. Extraordinaire école de la vie. On ne peut pas réussir en entrepreneuriat sans la foi, mais la foi est du domaine de qui? Et du domaine de Dieu, vous voyez. OK? Donc, on peut peut-être avoir démarré sans être nécessairement croyant ou croire en ceci ou en cela, mais à un moment donné, il y a une dimension du succès ou de l'élévation qui demande, justement, je veux dire, qu'on passe par un processus qui va au-delà de ce qu'on pense être capable de façon purement humaine. Vous voyez? Je ne dis pas qu'il y a des gens qui sont, je veux dire, qui croient peut-être pas en Dieu et qui ont le top du succès financier. Mais encore là, est-ce qu'on vit une vie pour un succès financier? Absolument que non. Vous voyez? La dimension financière est la résultante de la mission. On vit une vie pour que notre mission soit accomplie. Vous voyez? Et notre mission, dans la plupart des cas, ce ne sera pas juste le boulot que l'on a. Écoutez, le boulot que l'on a, c'est un boulot, mais on est né avec notre mission. Notre mission est notre travail. Le travail, on est né avec. Le boulot, bon, on le prend, on l'emprunte de quelqu'un d'autre, mais on a notre propre travail. Ce travail-là, on ne peut pas nous l'enlever. Et quand on découvre ce travail-là, il n'y a pas de retraite. On veut faire ce travail tout le temps parce que ce travail, c'est nous. Ça émane de nous. Ça fait partie de qui on est, de ce que l'on fait. Il n'y a pas de retraite à ça. Moi, j'ai une passion pour, on va dire, enseigner, être un vaisseau d'instruction, de révélation, d'éclairage et tout. Et il y a une passion que Dieu a mis en moi par rapport à ça et dans son concept de lumière du monde, celle de la terre et tout. Et ce qui veut dire qu'à 80 ans, ben, le même désir d'être cet instrument entre les mains de Dieu, de pouvoir donc faire ce qu'il a mis en moi, ben, il demeurera. Et ce sera pareil à 120 ans. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de retraite quand on comprend qui on est et qu'est-ce qu'on est censé faire. Parce que ce qu'on fait est ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, tant qu'on est en vie, c'est ça que nous faisons. Donc, la notion de retraite est tout à fait erronée dans le cadre du travail, où on donne plusieurs années de notre vie. À un moment donné, on a une pension, ou si on a pu avoir une pension, ou on a pu épargner ou quoi. Et donc, voilà, là, maintenant, on est retraité, il n'y a plus rien à faire. Non, c'est complètement erroné. Industrie Canada nous a révélé dans différentes études et recherches que la moyenne de l'espérance de vie après la fameuse retraite du système est 5 ans. En ayant 5 ans, il y a une statistique qui a révélé, ça a été fait par Industrie Canada, que les gens sont morts au bout de 5 ans. Parce que toute cette routine-là, d'aller au travail, il y avait comme un genre de raison d'être, une raison de continuation. Et du coup, quand ça s'est enlevé, s'il n'y a rien qui vient remplacer ça, la statistique a révélé qu'en ayant 5 ans, la plupart des gens qui prenaient leur retraite sont morts. Alors pourquoi avoir travaillé toute cette vie-là, avoir une pension de retraite pour mourir au bout de 5 ans? Vous voyez? Alors là, ça nous révèle là que ce vide-là, justement, ben, c'est ça le plus important. Combler ce vide, mais ce vide-là, ben, c'est de découvrir qui nous sommes réellement et qu'est-ce que nous sommes censés faire. Okay? Tant qu'on est passionné et enflammé par notre réel travail, ben, on continue. Vous voyez?
On continue. Alors, tout ceci, c'est juste pour nous encourager, nous ouvrir un peu plus les yeux et qu'on se rende compte de l'importance de prendre au sérieux l'idée du véhicule entrepreneurial, de le prendre avec le plus grand sérieux. C'est un véhicule qui est tellement adapté au 21e siècle, mais plus encore dans cette étape du 21e siècle. C'est un véhicule tellement adapté à comment est-ce que l'économie est incertaine. L'économie est changeante. L'économie n'a plus rien à voir avec l'économie industrielle. Voyez un peu, on a eu toutes sortes de différentes phases dans les cycles économiques. Mais là, on est aujourd'hui, l'influence des médias sociaux, le bouleversement, les événements récents, l'incertitude, l'économie a changé. Au Canada, plus de 200 000 entreprises ont fermé définitivement, dû aux fermetures des quarantaines de 2020 et 2021. 200 000 commerces, mes amis. Okay. CTV Canada, CTV, Radio-Canada, CTV et tout, donc ont révélé dans une recherche, une étude, que 80% des travailleurs ne veulent plus retourner à leur emploi. 80% des travailleurs ne veulent plus retourner à leur emploi. Quelque chose a changé dans ce processus de quarantaine. On est à la maison, etc., les valeurs de la vie changent. Mais l'entrepreneuriat a toujours prôné ça. L'entrepreneuriat a toujours prêché, que voilà, moi j'avais déjà un bureau à la maison en 2008. Mais en 2008 et tout, quand je disais que j'étais entrepreneur à la maison à temps plein, on me regardait comme un extraterrestre. Vous voyez? Il y a 20 ans, 30 ans et encore avant, c'était encore pire. C'était le gros risque de se lancer en affaires. La sécurité était dans le boulot. Mais aujourd'hui, s'il n'y a pas un business, s'il n'y a pas une opportunité, il n'y a pas de sécurité. Parce qu'il n'y a pas de sécurité dans les boulots en tant que tel. Le monde réalise ça. Alors, on va sur les médias sociaux et on nous bombarde d'opportunités, faites ceci, faites cela et tout. Il y a des gourous partout, des experts partout qui vous vendent toutes sortes de choses. Vous voyez? Mais dans tout ça, c'est quoi votre... Qu'est-ce qu'il y a là en vous? Vous voyez? On peut se connecter à un véhicule entrepreneurial qui sert à notre cause. Mais ne jamais croire que même lorsqu'on s'associe à un véhicule entrepreneurial, que ça peut être aussi quelque chose qui est rattaché à notre vocation. Ça peut ne pas l'être, mais ça peut être un extraordinaire allié qui nous permet de pouvoir accomplir ce qu'on veut accomplir. Vous voyez? Parce qu'en bout de compte, il y a une intelligence économique qu'on doit avoir et c'est basé sur le revenu résiduel. Comment est-ce que je peux me positionner pour que de l'argent vienne vers moi, mais au-delà du 24 heures, au-delà des heures limitées que j'aurais si j'avais un boulot? Que puis-je faire? Et il y a plein de choses qu'on peut faire, évidemment. On ne nous a pas appris comment se positionner, mais tout s'apprend. Tout s'apprend et on peut le faire de différentes façons. Mais l'une des choses les plus importantes, c'est la notion du revenu résiduel. Parce que tant qu'on a compris ça, c'est de cette façon-là aussi qu'on pourra impacter les générations à venir. Parce que si on se fie à la mentalité de Dieu, il nous a dit clairement qu'un bonhomme ou une bonne femme, enfin, c'est écrit un bonhomme, mais bon, bref, c'est le concept de l'être humain, lègue et laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Un héritage aux enfants de ses enfants. Alors, si on devait traduire ça dans des termes économiques, ça voudrait dire qu'il y a un héritage pour la génération en cours, un héritage pour la génération de nos enfants, donc on prend un spectre de 120 ans de vie, et la génération aussi des enfants de nos enfants, notre spectre de 120 ans de vie en moyenne. Wow, c'est plus de 300 ans de prospérité financière. Mais ça prend quoi pour avoir des systèmes qui puissent se perpétrer comme ça? Vous voyez? C'est là la science que nous devons maîtriser. Et c'est pas compliqué. Une fois qu'on rentre dans les rouages, on sait comment ça marche, on peut alors le faire et dupliquer et donner ça à nos enfants. Et on peut continuer. Le même concept en tant que tel. C'est un concept. Quand on l'a compris, on ne peut pas avoir de problème d'argent en tant que tel. Vous voyez? On ne peut pas avoir de problème d'argent. Vous voyez, il est tellement facile de voir, et je le vois tellement autour de moi, on prend des cours du soir. Cours du soir. Et on y accorde le plus grand sérieux. Pas de problème, tout à fait normal. Mais là, on a peut-être déjà un diplôme, on a peut-être déjà une carrière et tout, mais on prend un cours du soir. Écoutez, si c'est ça que ça vous prend pour arriver là où vous devez être, faites-le. C'est juste normal. Juste normal. Il y a des choses et on n'est pas tous pareils. Pour certaines personnes, il leur faut ça. Mais j'essaie de revenir ici sur ce que je vois souvent et je trouve ça toujours un peu dommage qu'on accorde tellement d'importance pour un cours du soir, après une carrière qui nous a déjà démontré qu'on était limité financièrement. Et même si le cours du soir nous permettait d'avoir un poste supérieur à celui-là, mais c'est quoi, 5 000 $ de plus, 15 000 $ de plus? Vous voyez un peu, mais on reste dans la même structure.
Mais si on pouvait traiter une opportunité d'affaires, une idée, une inspiration que l'on a, une invention que l'on a, quoi que ce soit un concept, et qu'on puisse maintenant donc se connecter à des enseignements pour mettre ça sur pied. Une entreprise, une idée, un projet, un investissement et tout, et traiter ça avec le même sérieux auquel on accorde au cours du soir, ça serait extraordinaire. Vous voyez? Je vois tellement ce comportement et c'est toujours dommage. On néglige la dimension entrepreneuriale et on se lance, mais on se lance pas vraiment, on se lance et on arrête en cours de route, etc. Mais entre-temps, on va prendre un cours du soir et c'est comme, oui, là, on est occupé et on n'a plus le temps. Parce que là, c'est le cours du soir. Mais si on appliquait le même sérieux pour l'opportunité dans laquelle on se lance ou quoi que ce soit, l'idée que l'on a, ce qu'on veut concevoir, ben, écoutez, ça serait extraordinaire. Et il y a tellement de formations gratuites de nos jours. Oui, on en achète, on peut en acheter, il y a des programmes qu'on doit payer et tout, mais les livres sont là, les podcasts sont là, c'est riche. C'est riche, vous voulez apprendre à faire une vidéo, avoir une chaîne YouTube, allez sur YouTube. Il y a tellement de podcasts là sur comment faire sa chaîne YouTube, comment s'établir sur Instagram, comment faire des choses de base sur Facebook et pouvoir développer son affaire, faire la promotion de son entreprise ou de son idée, de son produit, etc. Oui, tout est tellement là. Vous voyez? Tout s'apprend en réalité. Alors, c'est vraiment ça. C'est vraiment le statu quo du formatage de l'employé en tant que tel. Faisons très attention. Ça n'a absolument rien à voir avec qui on est en tant que tel. Je vous ai donné l'exemple des 650 000 femmes qui ont quitté leur emploi dû aux pandémies, etc. Enfin, bref, dû aux quarantaines et tout. Et ça devrait nous réveiller. Ma femme a vécu la même chose, je vous l'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est une mère à la maison avec les enfants, vous voyez. Et elle avait une carrière, qui payait de façon donc considérée très très élevée pour la société d'aujourd'hui et tout, pour la moyenne. Mais ça comptait plus ça. Son cœur, c'était à la maison avec les enfants. Et vous voyez, donc c'était ce qui lui est arrivé à elle, pareil à ce qu'on a vu aux États-Unis, avec les 650 000 femmes qui ont quitté leur carrière pour être à la maison avec leurs enfants. Alors, vous voyez, ça ne veut pas dire que les femmes sont juste bonnes pour être à la maison avec les enfants. Non. Il ne faudrait pas que le discours ou les philosophies qui sont pour que la femme soit traitée équitablement, les salaires, etc. Je ne veux pas rentrer dans ça. Mais j'essaie de nous faire voir qu'on doit faire attention à ce que l'on croit être un statu quo. C'est comme ça que le monde est, puis voilà. Non. Et c'est pour ça que l'entrepreneuriat est une extraordinaire opportunité pour nous permettre de changer de perspective, d'horizon et voir la vie différemment. Vous voyez? Parce que ça va demander ça, parce que généralement, les gens et l'entourage ne vont pas nécessairement vous encourager à vous pousser dans ce sens-là. C'est juste... Jusqu'à présent, ça n'a pas toujours été la norme. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un cercle d'amis qui peut du genre, oui, vas-y. Mais généralement, les gens qui vous disent vas-y, c'est parce qu'eux aussi le font. Ils font quelque chose de similaire. Ils ont eu les résultats et ils savent que si vous le faites, vous faites la bonne chose. Mais le beau-frère à table, à la maison, quand on est en train de manger, qui a toujours eu un salaire toute sa vie, il ne saura pas quoi vous dire nécessairement. Tout ce qu'il connaît, c'est le salaire. Alors, c'est quoi le conseil qu'il vous donnera? Vous voyez? Alors, c'est toujours un peu triste de voir comment est-ce que on veut se lancer en affaires, on a une idée, on sait que ça peut aller loin, mais entre-temps, on se fie sur qui? On se fie à l'entourage, mais qui n'a pas la capacité. Tout simplement. On aime nos parents, on aime nos grands frères et grandes sœurs et amis et collègues, etc. Et tout, mais s'ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas la capacité. Vous voyez? Mais la capacité, elle est disponible. Les enseignants sont là. Quand l'élève est prêt, l'enseignant est là. Vous voyez? En tout cas, bref, c'est... juste pour nous aider à ce qu'on voie le monde, qu'on fasse l'effort de voir le monde un peu de façon différente. Et que ça nous inspire à développer un feu, une passion, un désir un peu supérieur à la moyenne. Et c'est ce désir-là qui fait que chaque matin, on se relance et on se relance. Et parfois, il y a un entourage négatif qui veut vous voir échouer pour dire « je te l'avais dit, ces choses-là, c'est une perte de temps, garde ton boulot, et puis voilà. » Non. Je suis en train de dire au podcast la semaine dernière, je parle un peu de l'hypothèque, etc. Comment est-ce on peut acheter les maisons cash, vous voyez? Allez le voir, je ne vais pas revenir là-dessus. On peut acheter les maisons cash, vous voyez? Mais quand on est dans un monde où autour de nous, c'est hypothèque et c'est la norme, chers amis, ce n'est pas la norme. Ce n'est pas la norme. Faisons très attention au statu quo, vous voyez? Dieu a tellement mis en nous, il a tellement investi en nous que c'est juste dommage qu'on ignore un peu ce que Dieu a mis en nous et on se fie au statu quo. Non, c'est pas ça la norme, le statu quo. Oui, c'est pas ça la norme.
La norme est ce que notre Créateur dit sur nous. Il y a des façons de le savoir. Comment est-ce qu'on a été établi? Les enseignements ne sont peut-être pas vulgarisés, ça ne faut pas les rues, mais ils sont là. Si on sait à quelle porte frapper, ben, on aura la bonne information, vous voyez. Okay. Donc, entrepreneur et toute personne qui aspire à être entrepreneur, qui aspire à changer son cadre d'existence, qui aspire à aller un peu au-delà de ce que l'on voit autour de nous, ben voilà, ce message est pour vous. Vous pouvez changer votre vie du jour au lendemain. Du jour au lendemain. C'est clair que ça va prendre des décisions à un moment donné qui ne vont pas être approuvées par tous. OK? Moi, ma femme, il n'y a pas eu de problème. Quand elle est venue avec le feu en elle et voilà, c'était du genre, ben oui, bien sûr, vas-y, il n'y a pas de problème. Ouais, parce que justement, bon, je suis dans ce cadre-là et je sais exactement comment ça fonctionne. Donc, c'était du genre, oui, absolument. Et j'avais rien à questionner, j'avais juste à regarder comment est-ce qu'elle agissait. Tout reflétait, en tout cas, quelque chose qui allait dans la bonne direction. Vous voyez? Okay? Mais on n'a pas toujours ça autour de nous. On n'a pas toujours ça autour de nous. Okay? Par moment, on est solitaire. Et j'ai été, moi, solitaire pendant très longtemps. Et c'est pas comme si toute ma famille était entrepreneur, là. Absolument pas. Aujourd'hui, j'éduque mes enfants différemment. Et moi, quand je me suis lancé, quand je me suis détaché de la norme, ça n'a pas été évident. Du tout. Ah, que non. On s'est moqué de moi, on a dit toutes sortes de choses. Donc, on doit faire face à ça aussi. Donc, ce que l'on pense être un échec n'est pas un échec. Ne jamais s'arrêter à un client qui a dit ceci ou cela, ou quelqu'un qui était soi-disant partenaire avec vous et qui a lâché. Mais cette personne a lâché, mais ça n'a rien à voir. C'est pas parce que quelqu'un meurt prématurément que du coup, c'est votre portion à vous aussi. Absolument que non. Vous voyez un peu? Donc, quelqu'un qui lâche l'affaire, ben, il a lâché l'affaire. Écoutez, votre vie, c'est votre vie. Vous voyez? OK? Mais malheureusement, il est très facile d'être influencé par ce que l'on voit autour de nous. L'environnement est très puissant. OK? Mais un entrepreneur doit faire un effort d'aller au-delà de l'environnement. Okay? Et se connecter justement à ce qui va nous aider. Qu'est-ce qui va nourrir notre vision? Ce qui va nous motiver, nous encourager. On vient à des podcasts comme celui-ci. Pourquoi? Ben parce que tout simplement, pas parce que c'est moi. Parce que vous allez entendre ici des choses qui ne font pas partie des conversations dans les dîners de fête à la maison. Okay? Les conversations avec la famille et la communauté, etc. Je le sais. J'ai beaucoup souffert de ça, me retrouver dans des cadres sociaux. Il n'y a pas de problème, écoutez, on vit en famille, en société, OK, mais de me retrouver comme, oh là, j'ai tellement changé qu'au point où j'arrive plus à avoir des conversations, et finalement je me retrouve là et je ne dis rien. Pourtant, la même personne ici, là, que vous voyez, vous me ramenez genre 20 ans en arrière, dans les cadres culturels de l'époque, familiaux, etc. On était là, et tout. Mais là, du coup, j'ai vu au fil du temps, quand j'ai commencé à changer, que j'avais du mal. Parce qu'on dirait que les conversations dans lesquelles je vais, me lancer ou rejoindre, allaient me forcer un peu à m'éloigner des concepts et des choses que je suis en train de découvrir. Et, vous voyez, donc vous voulez être continuellement nourri des choses qui contribuent à là où vous allez. Et là, du coup, une conversation simple, mais qui vient des concepts complètement erronés, où les gens disent des choses qui sont erronées et qui sont une menace à votre vision. Normalement, en fait, c'est éloignez-vous de ces conversations. Mais on est en famille, on est dans un cadre où, bon, on ne va pas offenser les gens, donc on essaie de faire du mieux que l'on peut, vous voyez. Donc, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas évident. Quand on quitte un cadre comme celui-ci, un podcast comme celui-ci, je le sais. Vous n'allez pas entendre des conversations comme ça. Okay. Ça peut arriver, évidemment, mais généralement, ce n'est pas ça qui arrive. Et lorsqu'on n'est pas suffisamment nourri par un cadre comme celui-ci, qu'est-ce qui va se passer? On se fait engloutir par l'environnement. Et sans le savoir, on a déjà perdu un peu le feu qui nous emmenait à pousser notre opportunité, notre entreprise, l'idée que l'on avait. Du coup, non, on commence un peu à perdre de la vitesse et la flamme s'affaiblit davantage. Donc, toujours garder aussi ce momentum. Toujours vous connecter à des émissions comme celle-ci. Parce que c'est ça qui nourrit, en fait. OK? Donc, voilà, mes amis.